de Michel Onfray qui fait polémique. Ce livre intitulé Le crépuscule d'une idole aux éditions Grasset. Autour de ce livre, nous allons bien entendu avoir un débat avec des psychanalystes. Mais avant toute chose, Ali Rebéi va vous présenter le livre qui a mis le feu. Qui a mis le feu dans les esprits, un petit peu plus loin d'ailleurs qu'à Saint-Germain-des-Prés, visiblement. On regarde. Menteur, méchant, manipulateur, pire que le docteur Mabuse, Sigmund Freud. Dans son nouveau livre, Michel Onfray assassine le dieu des psychanalystes. Petit catalogue des turpitudes freudiennes. Prêt à faire n'importe quoi, brûlant les preuves du fait qu'il n'a pas été très moral pendant toute son existence, inventant des choses extravagantes, affabulant sur les cas qu'il prétendait avoir soignés et guéris, qu'il n'a jamais guéris, créant des cas qui n'ont jamais eu lieu pour proposer sa théorie de la séduction. My name is Sigmund Freud. Pour Michel Onfray, le génie de Freud, c'est d'avoir érigé sa névrose personnelle en religion, d'avoir extrapolé ses fantasmes à la totalité de l'humanité. These findings through a new science, psychoanalysis. Dans les 70s, d'autres philosophes comme Deleuze et Guattari ont sévèrement critiqué Freud. Et plus récemment, le livre noir de la psychanalyse a été une révélation pour Michel Onfray. Le livre noir que vous voyez ici montre tout à fait clairement que ces observations étaient falsifiées. Donc on est devant à ce moment-là une théorie qui repose sur du sable. Dans son nouvel essai, Onfray noircit la mémoire de Freud. Biographie falsifiée, échec thérapeutique dissimulé, attrait pour l'occultisme, penchants incestueux, complaisance pour Mussolini. Bref, de quoi faire enrager l'historienne de la psychanalyse, Elisabeth Roudinesco. Alors tout ça est absolument ridicule. On est passé bien au-delà de la critique nécessaire du fonctionnement, souvent dogmatique, des écoles analytiques. Il y a une haine de Freud qui n'a plus rien à voir avec la critique rationnelle qu'on peut faire aux psychanalystes. Pour cette avocate de Freud, Michel Onfray réhabiliterait un discours d'extrême droite. Finalement, dans cette polémique, que répondre à tous ces patients sauvés par la psychanalyse ? Moi, sur moi, acte manqué, refoulement, stade anal, pulsion de mort, complexe d'Oedipe. Que faire de tous ces concepts entrés dans la culture et utilisés par tous ? Enfin, pour réconcilier tout le monde, sans la psychanalyse, Woody Allen n'aurait peut-être pas réalisé autant de chefs-d'œuvre. Why did you start seeing a shrink? Oh, I started so long ago, now I've forgotten why I started. Et rien que pour ça, merci Dr Freud. Ali Rebéi a bien posé le problème. Je vous présente nos invités ce soir. D'abord, Boris Cyrulnik, qu'on reçoit souvent, neuropsychiatre, professeur à Toulon, et qui est également éthologue, psychanalyste aussi à ses heures. Boris Cyrulnik, qui publie un excellent livre que je vous conseille. C'est très très court, en plus c'est pas cher, c'est aux éditions Odile Jacob. C'est un livre de souvenirs absolument bouleversant. Je me souviens. Et puis il y a l'autobiographie d'un épouvantail qui était sortie, on se souvient, il y a quelque temps. Alors, vous, Clotilde Le Guil, vous êtes pas psychanalyste, mais presque. Si, je suis vous êtes psychanalyste. Ah bah très bien. Alors, vous êtes psychanalyste et vous publiez les introductions de plusieurs livres de Freud. Il y a Le malaise dans la civilisation, Totem et tabou. Ça, c'est aux éditions Gallimard. Et puis alors du Seuil, pardon. Et puis il y a également l'interprétation du rêve. Mais ça, c'est pas vous qui le préfacez, c'est Jean-Pierre Lefebvre. Vous avez également un roman, Les Amoureuses voyagent au bout de la féminité, aux éditions du Seuil. Le livre noir de la psychanalyse, ça c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques temps. Vivre, penser, aller mieux sans Freud. Ça fait une grosse polémique, c'est aux éditions Les Arènes. Et puis enfin l'objet du scandale, parce que ça c'est le scandale de la semaine, du mois et peut-être de l'année, qui dépasse déjà les frontières, parce qu'apparemment ce livre est appelé à une grande carrière internationale. Je me suis laissé dire qu'il y avait déjà des traductions en cours. Michel Onfray, donc Le crépuscule d'une idole, la fabulation freudienne. Alors, j'ai envie de commencer par vous, parce que là, vous êtes une grande figure de la psychanalyse, de la psychiatrie. Boris Cyrulnik, alors vous avez lu le livre de Michel Onfray, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est très agréable à lire, c'est très bien argumenté. J'avais lu tout ce que j'ai lu, les pages que j'ai lues, je les avais déjà lues
dans le Livre Noir, dans Cotreau. Je les avais lus aussi dans Peter Gay, qui est un historien et psychanalyste. Alain de Mijola parle aussi de temps en temps. Donc, ce que j'ai lu, je l'avais déjà lu, mais c'est très bien argumenté, et c'est un livre de boxeur. Mais c'est un boxeur qui boxe pas mal. Qu'est-ce que vous dites quand vous voulez dire boxeur, c'est quoi? Il y a la mauvaise foi dedans? Ah non, je pense que tout ce qui est dans ce livre, je pense que c'est tout à fait défendable. Il y a les documents de Jeffrey Masson, il y a des livres de psychanalystes qui témoignent de ce que Michel Onfray écrit. Donc je pense que tout ce que j'ai lu, en tout cas, me paraissait tout à fait défendable, même si de temps en temps, je trouvais que l'interprétation de Michel Onfray, ça n'aurait pas été la mienne. Mais les arguments, les faits, les lettres, c'est tout à fait défendable. Ça alors, comment faire le débat? Alors moi, j'ai une grande surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça, là. Non, attendez-vous à ça. Vous nous cassez le cou, là, complètement. Attendez-vous à ça, parce que je pense que le livre de Michel Onfray, on aurait pu faire le même pour la neuroradiologie, pour la neurologie, pour la rhumatologie. C'est-à-dire que ce que pose ce livre, c'est qu'est-ce que c'est que ce mystère de la création d'un mouvement d'idées, scientifique ou littéraire? Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Il a dit que ce n'était pas scientifique, vous êtes d'accord là-dessus? Vous pensez que c'est littéraire, plutôt? Oui, je pense pour vous, que c'est un grand littéraire. Je pense que Freud, c'est un grand littéraire. Oui, il a créé un mouvement d'idées. Beaucoup de gens s'épanouissent dans cette aventure de psychanalyse. Donc, merci la psychanalyse, rien que pour ça. D'ailleurs, je pense que le livre de Onfray, ça va le surprendre, j'espère. C'est pas un livre contre la psychanalyse, c'est un livre contre l'intégrisme de certains psychanalystes. C'est-à-dire qu'il prend des choses vraies, qu'il présente comme un boxeur. Mais on pourrait trouver d'autres arguments. La plupart des grandes théories sont nées un peu comme le freudisme. C'est-à-dire qu'une très belle discipline actuelle, la neurochirurgie, elle est partie grâce à la lobotomie. C'est-à-dire que c'est parce qu'on pouvait couper un morceau de cerveau que des chirurgiens se sont dit, mais puisqu'on peut couper un cerveau et vivre ensuite, pourquoi ne pas enlever des tumeurs, des abcès ou des hématomes? Charcot, la psychanalyse est née au même endroit, le même soir, à la Salpêtrière, en même temps que la neurologie et la psychanalyse, en même temps. Charcot aussi, c'est un faussaire. Il prenait des hystériques, il les habillait bien, il dégrafait leur corsage, il leur mettait des plumes et il leur demandait de perdre connaissance. Et ensuite, quand elles jouaient bien, c'est un Charcot-circus. Et quand elles jouaient bien, il les prenait comme secrétaires. Et ensuite, il invitait tout le monde, boulevard Saint-Germain. C'est-à-dire que, aussi, c'est un faussaire. N'empêche que la neurologie est une discipline magnifique. Et la neurochirurgie aussi est une discipline magnifique. Donc le problème que pose Onfray, bien posé, agréable à lire, bien argumenté, pose le problème général. Pourquoi, comment peut-on inventer une discipline? Je pense que c'est en fait, ce qu'il pose, c'est les découvertes sérendipiteuses. C'est-à-dire la découverte sérendipiteuse, c'est-à-dire que Christophe Colomb part pour découvrir les Indes, pour aller chercher des épices aux Indes, et il découvre l'Amérique. Alors, qu'est-ce qu'on avait cru ça, quand même? Vous vous attendiez à ça, vous, Michel Onfray? De la part de Boris Cyrulnik, oui. Pratiquement une bénédiction. Il se moque peut-être un petit peu de vous, quand même, de temps en temps, non? On a l'impression, non? Vous n'avez pas le sentiment? Il y a un petit peu d'ironie, quand même, chez lui. Il faut bien. Je veux dire, j'ai 20 pages de bibliographie pour dire qu'effectivement, j'ai fait des lectures. Et donc, les lectures qui sont signalées par Boris Cyrulnik, je les signale à la fin de cet ouvrage, dont on a dit par ailleurs qu'il n'avait pas de bibliographie. Enfin, donc oui, ça me paraît évident que ce livre s'est fait avec d'autres ouvrages, des croisements d'autres ouvrages. Ma proposition originale, elle est dans la lecture nietzschéenne. Ceci dit, pour revenir sur Boris Cyrulnik, ça ne m'étonne pas parce que c'est un homme libre. Parce que quand j'ai lu Boris Cyrulnik avec vraiment beaucoup de passion, Sous le signe du lien a été un livre important pour moi. Je m'en suis beaucoup servi en cours avec mes élèves. Pour beaucoup de gens. Oui. J'ai pensé que si on voulait sortir du dogme psychanalytique freudien, il fallait aller voir du côté de Boris Cyrulnik et de l'éthologie. Je pense aujourd'hui que si on a envie d'arrêter les insultes, le mépris, etc., les crachats et tout le restant, et qu'on a envie justement de faire une psychanalyse après Freud, c'est ça qui m'intéresse. Et vous avez raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'insultes. J'irais presque quand même de part et d'autre, parce que, bon, on a entendu tout à l'heure Elisabeth Roudinesco, qui est la grande prêtresse de la psychanalyse, mais alors vous y allez aussi. Non, mais je ne l'entreprends pas pour dire qu'elle se masturbe dans le cabinet. Moi, je dis pas ça. Ce pauvre Freud, il est... des choses comme ça. Non, mais vous avez ce pauvre Freud, vous le présentez comme un personnage absolument épouvantable.
l'ai pas traité de nazi, j'ai pas fait ça. Non, pas de part et d'autre. Crypto-fasciste un peu quand même. Non, elle dit que je me masturbe dans les cabinets, si elle veut. C'est vrai que ça m'est arrivé, comme à vous, comme à tout le monde, et comme à elle probablement, jadis, en disant que j'utilisais Freud pour ça. J'ai un peu plus d'imagination que ça. Je veux dire, franchement, si je devais me masturber en lisant Freud, il faudrait vraiment être un drôle de pervers. Il y avait des livres porno, ça me paraissait nettement plus intéressant que Freud. Mais enfin bon, j'étais nazi, négationniste, révisionniste, fasciste. Vous avez fait voir dans votre sujet que je réactivais les idées de l'extrême droite, etc. Voilà d'une part, mais d'autre part, cherchez chez moi des insultes qui ressembleraient à ça, vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas d'insulte chez moi. Non, mais c'est une violence extrême oui, mais c'est un portrait. Je veux dire que quand on me dit vous êtes violent, simplement parce que je dis il a fait une dédicace élogieuse à Mussolini. Il a dit du bien du chancelier Dollfuss, qui était l'inventeur de l'austrofascisme. Il a travaillé avec Göring, de l'Institut Göring, pour que la psychanalyse puisse exister sous régime nazi. Je le dis et c'est moi le méchant. C'est sidérant. C'est moi le nazi en passant, hein, ceci dit. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut me reprocher à moi d'être violent alors que la violence, elle est dans les faits que je rapporte? Le miroir n'est pas coupable de la laideur de celui qui s'y regarde. Donc moi, je fais une proposition, je dis voilà qui il était, et on me dit quelle charge, quel brûlot. Le mot n'arrête pas, je dis un brûlot. D'ailleurs, c'est Elisabeth Roudinesco qui a donné son argument à la totalité des psychanalystes qui sont contre, il se contente de débiter son truc, et un brûlot, c'est pas un brûlot. C'est pas un pamphlet non plus. On a dit exactement la même chose avec le traité d'athéologie, parce que c'est une religion. C'est un livre, c'est un livre très violent. Enfin, vous ne pouvez pas dire que... Boris Cyrulnik parle de boxeur. Moi, je pense que Nietzsche a raison de dire qu'il faut philosopher au marteau. Ça ne veut pas dire que pour autant, ce que je fais n'est pas fondé, argumenté, n'est pas soutenu par des documents, et je ne fais pas un travail d'historien. J'ai célébré Jacques Van Rellert, j'ai célébré Bort Jacobsen, Cotreau, enfin tous ces gens qui ont fait ce travail magnifique avec vous, en disant qu'ils avaient fait un travail d'historien considérable et que moi je me permettais un travail de philosophe sur ce travail d'historien. Donc oui, d'accord avec vous, il y a effectivement des utilisations des travaux d'historien, car je ne suis pas historien. Et n'étant pas historien, je ne fais pas comme d'aucuns, voire d'aucune, je ne me dis pas historien alors que je ne le suis pas. Donc je fais un travail de philosophe, lecture nietzschéenne d'un philosophe pour montrer que sa philosophie, c'est son autobiographie, et que ça va bien dans un temps donné, mais que ce qui m'intéresse, et merci Boris Cyrulnik, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire après. Et plutôt que d'être dans l'insulte, si on se souciait de la souffrance des gens aujourd'hui, en se disant est-ce qu'on ne pourrait pas faire une psychanalyse qui ne soit pas catéchétique, qui nous dirait la vérité chez Freud et on ne touche pas à Freud, la vérité chez Lacan et on ne touche pas à Lacan, voire la vérité chez Jung ou chez Reich, mais simplement de dire la vérité... Enfin là vous déboulonnez la statue quand même. Attendez. Oui. Il y a ça, enfin, la vérité, il y a la statue, elle est par terre. Finalement, c'était un type qui rêvait d'être aventurier, un conquistador, c'est ce qu'il a écrit. Il le dit lui-même. Il lui dit, je ne suis pas un scientifique. Donc il faut quand même lire Freud. Il dit, je ne suis pas un scientifique, je suis un conquistador. Alors, il y a 15 jours, Michel Onfray, vous étiez venu présenter ce livre, donc Le crépuscule d'une idole en avant-première. On avait promis qu'il y aurait un débat. Visiblement, il n'y aura pas de débat avec Boris Cyrulnik, mais qui va s'exprimer. Hein. On compte sur vous, Boris Cyrulnik. Mais il y aura peut-être un débat avec Clotilde de Guille. Je suis désolé tout à l'heure pour la présentation. Donc, vous avez fait la préface de 2 livres de Sigmund Freud importants, Le malaise dans la civilisation et Totem et tabou aux éditions du Seuil. Et vous êtes, donc je le répète maintenant, psychanalyste. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la thèse de Michel Onfray, qui, dans ce livre par ailleurs excellent, démolit totalement l'idole? Alors, je suis très contente que le livre de Michel Onfray soit présenté avec le livre noir de la psychanalyse, parce qu'il me semble que c'est le tome 2 du livre noir de la psychanalyse. Voilà, donc moi, j'ai absolument pas retrouvé quoi que ce soit de ce que j'avais pu aimer chez Freud, évidemment, en tant que philosophe, parce que je suis d'abord philosophe, en tant qu'analysante, en tant qu'analyste, en tant que femme. Il me semble que... la psychanalyse au XXIe siècle représente une alternative aux thérapies cognitivo-comportementales, ce que le livre noir de la psychanalyse a tout à fait présenté de façon conséquente. Et je pense que l'enjeu du livre de Michel Onfray est faussé, parce qu'aujourd'hui, déboulonner Freud, c'est aussi finalement proposer une approche de la souffrance psychique à partir des thérapies comportementales. Parce que vous parlez de la souffrance psychique, mais justement... Vous ne trouverez pas le mot thérapie comportementale cognitive, alors ne dites pas que je les défends.
Mais oui, mais justement, c'est ce qui me semble inconséquent, c'est que la psychanalyse a apporté avec Freud et après Freud, et apporte encore aujourd'hui, une approche de la souffrance psychique qu'elle est la seule à apporter comme ça. Une reconnaissance du rapport, je finis juste ma phrase, une reconnaissance du rapport entre la souffrance psychique et une vérité sur l'intimité du sujet. Donc la souffrance psychique n'est pas un trouble, n'est pas un dysfonctionnement, on ne cherche pas à la rééduquer, on ne cherche pas à s'adapter à tout prix aux exigences du marché. On n'est pas traité effectivement comme des rats dans des laboratoires qui sont exposés à des stimuli pour pouvoir s'orienter au bon endroit. Donc moi, il me semble qu'aujourd'hui, la psychanalyse représente une alternative face à une approche purement quantitative et déshumanisante de l'humain. J'ai dit que les hommes étaient des rats de laboratoire, j'ai dit ça ? Non, je parle du fait que la psychanalyse représente une alternative à ça et que vous déboulonnez Freud comme si Freud n'avait pas apporté une nouvelle approche de la souffrance psychique, comme s'il n'avait pas apporté aussi une nouvelle approche de la féminité, parce que vous n'avez pas l'air de... misogyne, si vous appelez ça une nouvelle approche de la féminité. Eh bien, écoutez, moi, en tant que femme, misogyne, je suis désolée... vous pouvez développer ? Il nous dit par exemple que ce qui manque à la femme, c'est un pénis. Il lui manque le phallus et là, un petit pénis rabougri, nous dit-il quand il parle du clitoris. Il nous dit voilà, l'évolution, elle est normale, elle conduit jusqu'à l'homme. Quand elle n'est pas normale, elle s'arrête avec la femme. Et puis en matière de sexualité, la sexualité, c'est l'hétérosexualité. Et quand on n'est pas normal, ça s'arrête en cours de route et ça donne des homosexuels. Mais Freud, ça s'appelle de la misogynie et ça s'appelle de l'homophobie. Oui, alors juste sur la femme comme un homme castré. Alors, la femme est définie. Il y a plusieurs lectures de Freud. Moi, ce que je retiens de Freud aussi, c'est qu'il s'est posé... tout à fait, mais là, on parle de Freud. Il s'est quand même posé la question d'une façon inédite, que veut une femme? Il s'est quand même intéressé il a répondu qu'il ne savait pas répondre. Il a dit que c'était un continent noir. Ça ne vous intéresse pas, c'est un homme qui ne sait pas répondre à la question que veut une femme? Ah non, ça vous il intéresse dit que c'est un continent noir. Non, mais quand on répond en disant c'est un demi-homme, parce que ne faites pas semblant, il a quand même répondu qu'est-ce qu'une femme? Oui, la question est posée. La réponse est c'est un demi-homme. C'est un homme auquel il manque quelque chose. Et c'est pour ça qu'il les a écoutés? Mais il les a écoutés parce qu'elles étaient riches et célèbres et parce qu'elles le payaient très cher, 420 € la séance, et qu'il demandait une séance par jour. Non, il demandait qu'il ne voulait pas de patients pauvres. Il faisait savoir que quand on était pauvre, on n'avait pas le droit au divan. Donc les femmes qu'il a écoutées étaient souvent des princesses, des bourgeoises, etc. Pas seulement. Pas seulement. C'est une vision très caricaturale. C'est pas caricatural du tout. C'est tout à fait vérifiable. Donnez le nom des patientes, vous verrez, Marie Bonaparte et quelques autres, n'étaient pas des gens pauvres. Et Freud refuse les gens pauvres en disant qu'il y a un bénéfice à la maladie quand on est pauvre. Puis quand on ne peut pas payer, on n'a pas le droit d'être guéri. Alors ne nous parlez pas de la souffrance comme une espèce de souci de Freud. Freud n'avait pas de souci de la souffrance. Souffrance des riches, souffrance des bourgeois. Qui reçoivent aussi les gens gratuitement, c'est très réducteur de faire ce lien. J'ai parlé de Freud. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des psychanalystes et Boris Cyrulnik fait la démonstration qu'on peut l'être intelligemment, autrement, différemment, autrement qu'en dévot. Je demande simplement qu'on soit psychanalyste ailleurs que dans la dévotion. Alors, on va lui demander son arbitrage. C'est pas dans la dévotion. Boris Cyrulnik, d'abord donc Freud, macho, Freud qui aime l'argent. Quel est votre arbitrage là-dessus? Oui, c'est sûr, c'est pas très grave. C'est pas le seul. Donc c'est pas très grave. Freud s'intéressait beaucoup aux rats. Il s'intéressait. Le prix scientifique, le seul prix scientifique qu'il a eu, c'est le prix Goethe pour une méthode rigoureuse des sciences naturelles. Le prix de Francfort, parce que Karl Claus voulait faire de Freud un professeur de zoologie. Et il l'avait envoyé à Trieste, à l'Institut de biologie marine. Et là, il avait fait son premier travail sur la sexualité des anguilles. Et c'est heureusement qu'il est devenu psychanalyste, parce que ce travail est très mauvais. Mais par bonheur, il est devenu psychanalyste. Vous en rajoutez sur Michel Onfray, vous pensez que c'est un mauvais scientifique? Il ne prétendait pas être scientifique, il le dit lui-même. Il le dit lui-même. C'est-à-dire que... Il prétendait l'être. Il n'a cessé de le dire. En 1917, quand il n'a pas le prix Nobel, il écrit un texte dans lequel il dit qu'il y a 3 grands scientifiques, il y a Copernic, Darwin et moi-même. Alors il ne se présentait pas comme scientifique. Effectivement, il parlait de la blessure narcissique, mais comme découverte d'un nouveau continent, ce que je crois. Oui. Donc ce qui se passe dans la psychanalyse n'a pas grand-chose à voir avec la théorie psychanalytique. C'est-à-dire que ce qui se passe en psychanalyse, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il se passe une aventure intime, affective, qui effectivement réconforte et sauve beaucoup de gens. Donc on a besoin de la psychanalyse. Certaines personnes s'épanouissent. Alors il est tellement horrible, Michel Onfray, dans son livre, parce que c'est incroyable, quand il dit, finalement, la psychanalyse, ouais, c'est bon, ça me sert d'ailleurs, et là-dessus il cite, c'est encore pire, un texte de Freud, finalement c'est bon pour les bien portants.
C'est Freud qui le dit. Enfin, dès qu'on a un problème, il faut mieux pas aller voir un que les gens bien portants. Il dit vous êtes d'accord là-dessus? C'est un blanchiment de nègre, dit-il. Non, mais attendez, vous êtes en train de tout tamponner, là, Boris Cyrulnik. Donc vous êtes d'accord donc sur la femme. Il considère que la femme est un sous-homme. Oui, d'accord. Oui, vous êtes d'accord sur l'argent. Il aime l'argent. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Et puis ensuite, deuxièmement, c'est un... Finalement, la psychanalyse ne sert que quand on n'a pas de problème, quoi. Non, je pense que... Non, alors là, c'est un point de désaccord que j'ai avec Michel Onfray. C'est que je pense que la psychanalyse est beaucoup plus qu'un placebo, beaucoup mieux qu'un placebo. Le placebo, c'est déjà un bon résultat. Mais la psychanalyse est beaucoup mieux. Et assez curieusement, ce qui valide l'efficacité de la psychanalyse, c'est la neuroimagerie. C'est une tendance actuelle. Beaucoup de psychanalystes rencontrent les neurologues. Alors certains rencontrent des neurologues pour valider la psychanalyse, ce qui n'est pas l'enjeu de la neurologie. Ça valide parfois, tant mieux pour la psychanalyse, ça invalide parfois aussi. Mais là, on sait rendre observable en neuroimagerie comment le travail affectif, émotionnel, verbal de la psychanalyse métamorphose, entraîne le cerveau à fonctionner d'une autre manière. Et probablement, beaucoup de gens sont sauvés par la psychanalyse. Ils le disent. Pas tous, hein, c'est pas une... il ne dit pas ça du tout, alors, on fait. Pas du tout. Si. Non, je donne même le chiffre du placebo. Non, sauver. 30%. Sauver. Ah non, ça, vous ne dites pas ça du tout. Non, parce qu'il y a un psychanalyste qui dit la psychanalyse, elle ne sauve... Si, non, elle ne guérit pas, elle sauve. J'ai lu chez Grimbert, je trouve ça extraordinaire. Elle ne guérit pas, elle sauve. Fantastique. Moi, je souscris à ça. Bien sûr qu'elle ne guérit pas et qu'elle sauve. Mais comme l'eau bénite à Lourdes sauve, bien sûr. Oui, mais ça soulève le problème. Quand l'eau bénite sauve, qu'est-ce que c'est que ce mystère? Absolument. Alors là, il y a quand même un mystère. Oui. Je pense que la théorie freudienne n'a rien à voir avec ce qui se passe et qui sauve. Et qu'il y a beaucoup de gens, c'est des phrases que j'ai souvent entendues, beaucoup de gens se disent « j'ai été sauvé, ma vie n'est plus la même depuis que j'ai fait un parcours psychanalytique ». Ce que je crois et ce dont je témoigne. Sans Freud, vous n'auriez jamais pu inventer la théorie de la résilience, c'est-à-dire qu'on pourrait résumer par la phrase de Nietzsche « ce qui ne vous tue pas vous renforce ». Enfin, comment on peut rebondir après de grandes souffrances ou de grands traumatismes. En cherchant bien, on trouve des phrases, on pourrait trouver des phrases. Mais en fait, le psychanalyste qui a lancé la théorie de la résilience, les psychanalystes, c'est John Bowlby, et les psychanalystes français, dans les années d'après-guerre, allaient à la Tavistock Clinique pour suivre des cours d'éthologie, et même d'éthologie animale. À cette époque-là, on considérait que la scientificité de la psychanalyse serait apportée par l'éthologie animale, et tous les grands noms de l'époque, ils n'étaient pas très nombreux, allaient à la Tavistock Clinique, Myriam David, Geneviève Appel, qui est encore de ce monde, Jenny Aubry, qui est la mère de Madame Roudinesco, qui allait à la Tavistock Clinique. Donc c'était la scientificité qu'aurait aimé Freud. Parce qu'en 1939, quand il a été à Londres, il a dit qu'il était fier de signer à côté de Darwin. Et Karl Klose, toute sa vie, lui a envoyé les livres de Darwin. Et beaucoup de concepts viennent de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éthologie. Mais ça a été dénié par la psychanalyse. L'éthologie, c'est-à-dire l'étude des comportements animaux. L'étude des comportements des êtres vivants, animaux, bébés, aphasiques, êtres vivants. C'est-à-dire que c'est des comportements quasi linguistiques. C'est-à-dire que ce que Freud disait, on ne peut pas dire avec les lèvres, on peut encore le dire par le bout des doigts. Donc voilà, ça c'est une définition de ce qu'on pourrait appeler l'éthopsychanalyse. Mais ça n'a pas été développé par la psychanalyse. Ça a été dénié et enfoui par la psychanalyse. Et ça revient actuellement grâce aux théories de l'attachement, lancées par des psychanalystes, John Bowlby principalement, et ça revient aussi de manière assez surprenante grâce à l'étayage de la neuroimagerie. Alors, j'aimerais que vous repreniez la parole, Clotilde Guil, pour nous dire en quelques minutes qu'est-ce que la psychanalyse a apporté, qu'est-ce que Freud et la psychanalyse ont apporté. Un discours un peu positif après ce qu'on vient d'entendre dans la bouche de Michel Onfray. Mais justement, la psychanalyse a apporté autre chose que la philosophie. Là aussi où je ne suis pas du tout d'accord avec le livre de Michel Onfray, c'est qu'il présente Freud comme celui qui aurait voulu être philosophe. On vous demande d'être positive. Bon. Alors, la psychanalyse a positif, mais pas positiviste. Donc, la psychanalyse, par exemple, si on prend Le malaise dans la civilisation qui vient d'être traduit aux éditions du Seuil, justement, c'est un texte qui montre tout à fait comment la psychanalyse apporte ce qui n'a pas été apporté avant, par exemple, par rapport à la question de ce malaise et de la souffrance. Parce que ce que Freud affirme, par exemple, et ça met à mal tout idéal de la santé mentale, c'est que le malaise fait partie du rapport de l'homme à la civilisation et par conséquent la souffrance, quand on souffre de quelque chose, on n'est pas
anormal, on n'a pas à se rééduquer, on n'a pas à avoir honte de sa souffrance. Il y a une vérité qui peut être recherchée à travers un symptôme. Donc Freud remet en question, disons, cette idée que l'être humain ne devrait pas souffrir et devrait être adapté au monde tel que lui-même l'a créé, par exemple. Et par ailleurs, par rapport à la féminité, je pense que vous vous trompez, je pense que ce que vous dites est complètement caricatural et c'est pour ça que beaucoup de femmes sont touchées par la psychanalyse malgré ce que vous dites. C'est peut-être pas ce que vous voudriez entendre de ma part. On vous pose une question vous demandant la positivité de Freud et vous répondez avec la négativité d'Onfray. Soyez positive. Alors, je parle de Freud, là, justement, je ne parle pas d'Onfray, c'est peut-être ce qui vous déplaît, c'est que je parle de Freud, justement. Et il me semble justement que la façon dont il a montré que la féminité était aussi un questionnement, finalement. C'était aussi le questionnement d'une femme sur sa sexualité, sur son désir. Ça, c'était nouveau. Il faut lire un peu les cas autrement qu'avec la grille de lecture, effectivement, caricaturale. Moi, je ne parle pas des cas, je parle des textes où il parle de la sexualité féminine que j'ai bien lu. Il y a aussi des cas de Freud. J'ai bien lu et les deux textes où il parle de la sexualité féminine. Je vous assure que ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de raconter qu'on lit. Hein. Vraiment. Et c'est pas ma grille de lecture. Non, mais je veux dire, de la jeune homosexuelle, lisez le cas de Dora. De lire des cas. Vous découvrirez peut-être quelque chose sur la féminité. Si vous auriez lu mon livre, vous auriez vu que j'ai au moins lu le cas Dora aussi. Je dis simplement qu'on n'est pas dans la logique des cas. C'est pas les cas qui nous permettent de penser la question féminine. C'est un texte qui s'appelle De la sexualité féminine. Le texte dans lequel il est question du petit pénis rabougri et de cette femme qui est une espèce de sous-homme sexuel, c'est un texte qui s'appelle De la sexualité féminine. C'est pas le cas Dora. Donc ne dites pas qu'il s'interroge sur la féminité des... Non, il s'interroge pas. Il ne s'interroge pas. Il décide définitivement que les femmes, il leur manque un truc. Et c'est pour ça qu'il appelle ça le continent noir. Alors il s'interroge, puisqu'il reconnaît qu'il rencontre là quelque chose qu'il n'arrive pas à résoudre. Non, mais les femmes n'ont pas à être définies par rapport aux hommes. Il ne manque pas aux femmes un pénis. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait les pénis et les femmes. Catherine Meyer, vous pensez aussi que. Pardon. Non, vous pensez aussi que Freud n'aime pas les femmes? Ah oui, mais il y a un texte, il y a plusieurs textes, mais il y en a un qui est assez drôle. Enfin, Michel Onfray cite beaucoup de passages sur l'interprétation du goût des musiciens pour leur instrument, mais il y a un passage où Freud dit que la contribution de la femme à la civilisation est nulle, excepté pour le tissage. Vous savez pourquoi? Pour masquer l'absence de pénis. Voilà, c'est la seule contribution de la femme à la civilisation. Répondez à Clotilde Lenguet. Moi, ce que je défendez votre Freud. Je termine parce que ce que dit Freud, c'est que en fait, à partir du moment où la femme ou la petite fille s'aperçoit qu'elle n'a pas de pénis, toute sa vie, il le dit, toute sa psychologie est gouvernée par la jalousie et l'envie. Je trouve ça grave, Boris Cyrulnik. Moi, je trouve ça grave. Les femmes sont cancanières, sont injustes, etc. Il y a une essentialisation du caractère féminin à partir de ça. Elles ne sont pas dignes du témoignage, qu'elles sont capables de faire des faux témoignages, qu'elles sont capables de mentir. Comment expliquez-vous alors, si Freud avait été si misogyne, qu'ayant reçu ses premières patientes hystériques, il a eu le courage de penser qu'il ne comprenait rien, lui, avec son savoir médical, à ce qui leur arrivait à elles, mais qu'elles en savaient plus sur ce qui leur arrivait à elles que lui-même pouvait en savoir. Il a eu le courage de les écouter d'une façon inédite pour la première fois. Et effectivement, la définition qu'il donne de l'hystérie, c'est une définition totalement subversive par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui de l'hystérie dans des manuels psychiatriques. Là, on retombe sur toute la dimension historique où, quand on confronte ce que Freud a raconté de ce qui se passait dans son cabinet, et ce qu'il écrit dans sa correspondance, il y a des divergences absolument énormes. Donc le travail d'écoute, je veux bien, mais voyez les exemples avec Anna von Lieben où ses héritiers ont dit la seule chose qu'elle attendait, c'était sa piqûre de morphine. Moi, je voudrais quand même me faire l'avocat de Freud. Oui. Hein, parce qu'il y a quelque chose quand même qu'il a apporté à notre époque, et même Michel Onfray le reconnaît dans son livre, dans Conclusion, c'est la sexualité. C'est-à-dire qu'il a introduit le sexe, si je peux me permettre, dans la pensée occidentale dont il était totalement absent depuis 2 millénaires. Et ça, Michel Onfray, vous le dites. C'est quand même important. C'est-à-dire, on dit toujours, quand on parle des grands prophètes, Jésus disait tout est amour, Moïse tout est loi, Allah tout est Dieu, Marx tout est argent, Freud tout est sexe. Et c'est vrai qu'il a apporté cette dimension importante.
Tout à fait, mais il a apporté d'autres choses. Einstein disait tout est relatif. Hein. Il a apporté l'ouverture sexuelle, il a modifié la manière de se penser en Occident. C'est-à-dire qu'il a découvert le monde intime. Et il a eu une grille de lecture qu'on peut accepter ou pas, mais il a participé à un mouvement occidental qui est absolument passionnant. Dans la littérature, dans le cinéma, dans l'art, ça l'intéressait. Et puis aussi, si je peux aller dans votre sens et pour aller dans le sens du positif, je pense qu'avec ses formidables qualités de communicant, d'organisateur, il a mis au premier plan la parole. Et la parole, je pense que, comme vous le disiez très bien, ce qui se joue dans une relation entre une personne qui souffre et un soignant, c'est très indéfinissable. Et personne ne peut dire je comprends, je sais comment guérir, ni les psychanalystes, ni les praticiens TCC qui se fondent également sur la parole, qui travaillent aussi sur l'enfance. Enfin, on a une vision caricaturale comme des rats de laboratoire. Mais ce que je voudrais dire aussi, il n'y a pas simplement la psychanalyse, les TCC, les médicaments. Il y a une infinité de différentes psychothérapies qui reposent sur ce lien entre un soignant, une personne qui souffre. Théorie comportementale cognitive. Théorie comportementale et cognitive. Mais il y a une multitude, il y a des thérapies familiales où on considère que quand il y a quelqu'un qui souffre, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement qui ne se joue pas à son unique niveau, mais dans une relation au niveau familial, au niveau du couple. Il y a toutes sortes de thérapies, il y a des thérapies des schémas, enfin je ne vais pas les énumérer toutes. Donc, si vous voulez dire que le livre noir de la psychanalyse, c'est le cheval de Troie des TCC, c'est faux. C'était un front du refus extrêmement vaste, avec des historiens, des philosophes. Le livre de Michel Onfray n'est pas du tout un tome 2, ce sont deux approches vraiment différentes. Ça, c'était un livre qui réunissait des gens de nationalités différentes. Les réactions sont très frappantes. Hein. Il y avait beaucoup de polémiques au moment de la sortie du livre noir de la psychanalyse. Et puis là, votre livre, c'est incroyable. La polémique que vous avez notamment, par exemple, avec Elisabeth Rodinesco, qu'on vous voyait tout à l'heure dans le sujet d'Ali Rebéi, c'est d'une violence. Est-ce que justement la psychanalyse n'est pas, ça vous le dites régulièrement, n'est pas devenue une religion, quoi, une nouvelle religion, à laquelle on ne peut pas toucher, quoi? Écoutez, Jacques-Alain Miller m'a comparé à Hitler, elle m'a transformé en nazi. Pourtant, là. Je me suis rasé ce matin, donc j'ai évité. Vous enlevez la moustache, son petit frère a fait de moi un bouffon. Enfin, je veux dire, voilà, des gens qui sont prétendument psychanalysés, très zen, très sereins, et qui sont dans la haine totale. On cherchera en vain chez moi, et je le répète, quelque chose qui pourrait ressembler à ça, à l'endroit de au moins ces trois-là. D'autres ont été plus intelligents, plus délicats, avec lesquels on peut discuter et on peut débattre. Une religion, la psychanalyse, Clotilde? Personne n'a jamais forcé qui que ce soit à faire une analyse, à faire une psychanalyse. Donc présenter la psychanalyse sur le mode d'une série de dogmes autoritaires, je pense que c'est un contresens sur ce qu'est la psychanalyse. La psychanalyse, ça relève d'un choix, à toutes les époques, ça relève d'un choix singulier et intime. Non, mais je réponds sur la question de la croyance et de la religion et sur le fait que, justement, on ne peut pas aller faire une analyse parce que quelqu'un d'autre nous prescrirait d'aller faire une analyse. Voilà. Donc finalement, ça relève du choix de chacun. Vous avez le droit, vous, de considérer que vous n'avez pas besoin de la psychanalyse, mais l'hédonisme n'est pas forcément la solution pour tous. Mais j'ai jamais dit ça non plus. La synthèse maintenant de notre grand sage Boris Cyrulnik. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir pour comprendre ce qu'est la psychanalyse. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment ça marche. Vous voudriez psychanalyser la psychanalyse, c'est bien ça? Peut-être, oui. Peut-être, mais Freud n'a jamais été psychanalysé, ni même par lui, ni même par les autres. Hein. Et même les premiers psychanalystes, souvent, n'ont pas été psychanalysés. La psychanalyse est partie de Toulon, on ne le sait pas assez, ça. C'est des médecins militaires, Esnard, qui avait rencontré Freud, et il dit qu'il a été psychanalysé par Freud, mais les mauvaises langues disent qu'il lui a simplement serré la main, ce qui suffit peut-être d'ailleurs. Pour être psychanalyste. Alors, tous les chemins mènent à Toulon. Où officie Boris Cyrulnik. Non, mais ça pose un problème. La psychanalyse pose un problème culturel et humain passionnant. Et je pense que cette manière d'aborder de manière polémique empêche de traiter le problème. C'est un problème passionnant et ce n'est pas en réglant ses comptes qu'on pourra régler le problème. Alors, en revanche... Vous êtes béni, hein, ça y est, vous avez compris. Hein. Non, mais en revanche, il y a des psychanalystes ouverts, ceux avec qui m'invitent à travailler avec eux, la phrase qu'ils disent tous, Bowlby, Spitz et ceux avec qui je travaille, disent « Quand je fais de la recherche, je mets mes oreilles et mon nez partout où je peux comprendre, dans la
biologie, dans la sociologie, dans la religion, dans l'art, partout où je peux comprendre. Quand je pratique, je redeviens psychanalyste. Il y a là un code, une convention où je sais comment essayer d'aider les gens. Alors ça, c'est la psychanalyse que j'aime, ça c'est la psychanalyse que j'aime fréquenter. Alors, je rappelle les titres de vos livres. Boris Cyrulnik, Je me souviens. Je me souviens, un livre que je vous engage vraiment à lire de toute urgence. Bon, c'est votre enfance, une rafle, hein, vous échappez à une rafle, vous êtes pris par la police française. C'est absolument magnifique, Je me souviens, aux éditions Odile Jacob. Et puis votre dernier livre, Autobiographie d'un épouvantail, aux éditions Odile Jacob. Clotilde Le Guil, alors vous, ce sont les préfaces de deux grands livres de Freud, Totem et tabou et le malaise dans la civilisation, au Seuil. Et puis il y a cet essai, Les amoureuses, voyage au bout de la féminité, aux éditions du Seuil. Catherine Meyer, eh ben, vous avez, présidé aux destinées du livre noir de la psychanalyse, qui ressort dans une nouvelle édition aux éditions Les Arènes. Et puis enfin, le livre qui fait événement et qui fera événement encore pendant longtemps, Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole, la fabulation freudienne, aux éditions Grasset. Est-ce que je peux vous offrir un scoop? Oui. Il y a dans cet ouvrage une coquille monstrueuse, mais extrêmement drôle, une coquille monstrueuse. Et le jour où mes adversaires, Jacques-Alain Miller, Gérard Miller, Madame et quelques autres, vont tomber sur cette coquille, j'aurai la démonstration qu'ils ont lu ce livre. Donc j'attends. Bah, je ne l'ai pas trouvé. J'attends. On verra quand ils auront lu. Il y a 1 million de signes. Il y a 1 million de signes dans ce livre. Il y a 600 pages. Gérard Miller disait 300 hier, la preuve qu'il n'a dû vraiment même pas l'avoir dans les mains. Mais je dis, une coquille monstrueuse. Simplement, le jour où ils vont tomber là-dessus, on saura qu'ils ont lu véritablement le livre. Donc j'attends, je vous assure, j'attends. Pour l'instant, en tout cas, un livre passionnant, donc, il y a signé Michel Onfray. Merci à vous. Merci. Tout de suite, notre rubrique signée Thibault Nolte, première loge. Chaque semaine, nous essayons d'aller plus loin dans l'univers culturel d'une personnalité qu'on cherche